Les derniers gorilles, des Virunga, le plus ancien parc naturel d'Afrique, le plus convoité pour ses immenses richesses. Il y a 5 ans, en avril 2012, une énième guerre se rallume au Nord Kivu. Les rebelles du M23 s'emparent de la région et du parc des Virunga. Un conflit de plus dans l'est de la République démocratique du Congo. 20 ans d'une guerre oubliée qui a fait 6 millions de victimes, un chiffre presque inconcevable. Soudain, on a entendu des coups de feu. On s'est enfui et on entendait les villageois en train d'être tués. Mon mari et mes beaux-parents ont été assassinés. Pour nous, les richesses du Congo sont une malédiction. Derrière ces histoires, une guerre sans fin pour le contrôle des ressources naturelles de la région. Les forêts, les lacs, les sous-sols sont systématiquement pillés et financent le conflit. On est en train d'extraire du coltan. C'est dangereux? Ah oui, c'est dangereux, on peut mourir ici. Et si on s'en sort, on nous vole nos minerais. C'est cette malédiction des matières premières qui frappe la région des Virunga. Des richesses incalculables ont plongé la population dans une extrême précarité. C'est une guerre civile liée à un problème économique, dépendant de l'exploitation illégale des ressources naturelles. Les populations les plus pauvres de la planète sont obligées de payer le prix de la destruction de l'environnement. Emmanuel de Mérode et ses rangers tentent de briser le cercle vicieux des pillages et de la guerre. Des forêts primaires de Rumangabo, au sommet du volcan Nyiragongo, les gardiens des Virunga risquent leur vie pour rétablir le lien perdu entre la nature et les hommes. Ce parc national est un des joyaux d'Afrique, créé en 1925 avec une mission, sauver les gorilles des montagnes. Mais 2 guerres et plusieurs rébellions ont bouleversé tous les équilibres. Des dizaines de groupes armés subsistent à l'intérieur du parc. Pour son directeur, c'est un danger permanent. Dans le sud sont des zones de forêt qui sont à proximité de la ville de Goma. Plus d'1 million de personnes ont besoin de bois de chauffe et c'est des productions quasi industrielles qui sont contrôlées par les groupes armés. Et en particulier un groupe qui s'appelle les FDLR, issus du Rwanda, mais qui sont considérés comme les responsables du génocide. Ensuite, il y a des groupes Mai Mai qui sont au nord de là où nous sommes. Et eux sont très axés sur la pêche illicite. Et à travers ça, ils se font beaucoup d'argent. Il y a un autre groupe qui s'appelle les ADF Nalu, qui a provoqué la mort de plus d'1 millier de civils dans des conditions tout à fait atroces dans les 18 derniers mois. Donc on est en quelque sorte en zone rouge ici. On a subi beaucoup d'attaques l'année dernière. On a perdu 5 gardes dans ce secteur. Rumangabo, le quartier général du secteur sud du parc, celui qui abrite les gorilles. Chaque départ en mission est lourd de menaces pour les gardes. Seulement 600 hommes pour défendre une immense étendue, près d'1 million d'hectares, la taille d'un département français, 300 km du nord au sud. Les rangers se battent sur 2 fronts. Il faut déloger les groupes armés qui se trouvent dans le parc
et empêcher la population d'y pénétrer. Notre mission, c'est de pouvoir protéger l'écosystème. C'est un travail que nous avons choisi et nous nous disons que nous devons mourir pour que nous puissions sauvegarder ces derniers gorilles de montagne qui sont en voie de disparition. Il y a nos collègues qui sont morts à cause de ce travail. Donc je vous demande d'être fiers de ce que vous êtes en train de faire en tant que garde du parc national de Virunga. D'après les estimations de l'ONU, les rangers des Virunga ont face à eux 5 à 8 000 miliciens, lourdement armés. Des groupes hétéroclites, issus de différentes rébellions, mais avec un point commun, l'exploitation prédatrice des ressources naturelles. Les rangers sont la dernière ligne de défense pour la nature, une position souvent mortelle. Depuis tous les événements de la guerre, les gardes font face à beaucoup de risques. Raison pour laquelle nous avons perdu environ 140 gardes en sauvegardant cet écosystème. 150 exactement, en 20 ans. C'est le prix le plus lourd jamais payé par un parc naturel pour assurer sa propre survie. Dans le secteur des gorilles, les groupes armés contrôlent le trafic de bois et le braconnage. Et cela leur permet de pouvoir avoir de l'argent pour acheter des armes, les munitions. En ayant ces armes et les munitions, ils viennent maintenant attaquer nos positions qui les empêchent de pénétrer la forêt. Face à ce chaos sécuritaire, Emmanuel de Mérode a opéré un virage radical. Désormais, ces rangers seront formés comme de véritables commandos. Position d'engagement, on est prêt, on a déjà progressé par section. Ok, assaut, section. Ici, la conservation de la nature ressemble plus à une opération militaire. D'anciens commandos, belges ou français, ont été appelés pour entraîner de simples gardes forestiers. Ok les amis, venez par ici. Appui, appui, appui. Quand on arrive à l'appui, on appuie. D'accord? Donc il faut avoir changé de chargeur avant. Débrouillez-vous, mais vous connaissez les techniques. D'accord? D'accord. Ok, ça va. Donc pensez, il faut savoir tirer. Il faut savoir tirer tout le temps. L'ennemi peut ressurgir à tout moment. D'accord? D'accord. Ok, sinon, pas trop mal les gars. Retour là-bas. Débriefing en section et on se prépare à une nouvelle action. Tous les secteurs ont des problèmes. Pour le moment, on est très confronté au secteur centre. Ici, on peut voir les installations des groupes armés. Ici, on les voit bien, donc ils sont bien armés. On fait des surveillances régulières pour mieux comprendre leurs effectifs, leur puissance de feu. Également, s'il y a des civils parmi eux, parce qu'on doit faire extrêmement attention. Donc on voit qu'ils sont en train de recruter, de grandir en nombre. Le parc s'est modernisé pour couvrir efficacement une si grande étendue, avec si peu d'hommes. Chaque unité, chaque opération est coordonnée en temps réel. La surveillance aérienne permet d'obtenir des photos très précises, au visage près. Et surtout, l'ampleur des trafics peut maintenant être chiffrée. La pêche illicite sur le lac Édouard représente un chiffre d'affaires d'environ 42 millions de dollars par an. Le trafic du charbon de bois dans le sud est illégal, il est à l'intérieur du parc et implique la destruction de la forêt et représente un chiffre d'affaires de 34 millions de dollars par an. Les enjeux sont énormes. On parle de plus de 100 millions de dollars par an et donc un montant qui suffit pour perpétuer l'insécurité, de perpétuer ces armées privées, ces groupes armés
ces milices qui sont à la source de cette situation tout à fait malheureuse à l'est de la RDC. Le trafic de charbon de bois fait vivre toute la province du Nord Kivu. C'est la sève de la guerre. 11 millions de personnes en dépendent entièrement, avec 300 000 tonnes qui sont produites illégalement chaque année. Voilà comment se fabrique l'or noir des Virunga. Donc là, on va commencer un nouveau feu. C'est pour faire du charbon de bois. On le recouvre d'abord de feuillage. Et ensuite, on referme hermétiquement avec de la boue pour que le feu ne puisse pas brûler les feuilles. Le bois doit se consumer très très lentement. Avec ça, on s'achète du sel, des habits, de l'huile. Ça paie même l'école des enfants. Tout vient de ce charbon de bois, le makala. On envoie ensuite nos sacs de charbon sur les grands marchés de Saké ou de Goma. À vélo ou en camion, le makala rejoint les grandes villes. La demande a explosé avec l'augmentation de la population. Et au Nord Kivu, 97% des habitants n'ont pas accès à l'électricité. Ces sacs de charbon sont la seule énergie disponible. Alors les rues de Goma, la capitale provinciale, sont noires de suie. À la tête de cet immense dépôt, une femme d'affaires, Cécile Kabouo. Nous vendons des braises pour pallier la pénurie d'électricité. Il n'y a qu'une seule option ici à Goma, c'est le charbon. À Goma, mais aussi dans tout le Congo. On se chauffe, on cuisine avec ce charbon de bois. Pour griller de la viande, faire cuire les haricots, le maïs, toujours le makala. C'est notre seule source d'énergie pour le quotidien. Que vous soyez riche ou pauvre, vous dépendez entièrement du makala. La ville de Goma compte plus d'1 million d'habitants et chaque jour, elle a besoin de 150 ou 200 camions de makala. Chaque camion peut transporter 140, 180, voire même 200 sacs. Des milliers d'arbres abattus chaque jour. Mais promis, ils ne viennent pas du parc des Virunga. C'est moins facile de trouver du makala issu du parc. Avant, les groupes armés, les FDLR nous fournissaient avec du charbon des Virunga. Mais aujourd'hui, si on nous attrape en train d'en vendre, on risque de passer des années en prison. Dans les faits, ce trafic est tout simplement incontrôlable et décime le parc. À ce rythme, dans moins de 10 ans, il n'y aura plus de forêt dans l'est du Congo. Alors la recherche d'une source d'énergie alternative est devenue la priorité numéro 1 d'Emmanuel de Mérode. Son grand défi. Il a entrepris d'électrifier le Nord Kivu grâce aux puissants cours d'eau qui traversent les Virunga. Une première centrale a vu le jour, l'an dernier, à Matébé. Matébé ne représente que le début. C'est une centrale de 13 MW, mais dans les 5 années à venir, on espère arriver à 100 MW. 100 MW, c'est 2 fois plus que ce que produit à l'heure actuelle le Rwanda. C'est 25 fois plus que ce que reçoit à l'heure actuelle la ville de Goma. Donc ce que peut offrir le parc est énorme par rapport à la fourniture d'électricité. C'est en créant une nouvelle énergie, une nouvelle économie qui ne dépend pas de l'exploitation illégale des ressources naturelles. On coupe les financements aux groupes armés, d'une part, et d'autre part, on offre un emploi alternatif aux jeunes hommes qui sinon entreraient dans les groupes armés.
C'est un projet d'une ampleur inédite au Nord Kivu. 20 millions de dollars financés avec l'aide de fondations. Emmanuel de Mérode pense que l'électricité peut créer 100 000 emplois. Il veut prouver aux populations que la préservation de la nature génère plus de bénéfices que sa destruction. Aujourd'hui, 2000 foyers sont raccordés à la centrale de Matébé. Dans les villages concernés, c'est une révolution. Vous voyez, quand il n'y avait pas un projet d'hydroélectricité, la population utilisait beaucoup plus le bois de chauffe, la braise, mais actuellement, ils utilisent des réchauds. Ils commencent à faire la cuisson avec les réchauds, ils commencent à repasser, ils commencent à utiliser des chauffe-eau pour se laver. Et il y a aussi des petits projets, il y a beaucoup qui ont maintenant des petits moulins, des petits salons de coiffure. Même pour charger les téléphones, il a fallu faire des kilomètres. Vous trouverez que dans une famille où le papa a 10 enfants, l'aîné a 30 ans, il n'avait jamais vu comment une lampe s'allume, mais imaginez comment pour toute une première fois, qu'il voit que tout est possible avec la lumière autour de lui, l'éclairage autour de lui, la vie qui se transforme du jour au jour. Vraiment, ça fait du bien, ça fait de la joie. Les raccordements à la centrale de Matébé se poursuivent dans tout le Nord Kivu. Mais pour les habitants, la sécurité énergétique n'est pas la seule priorité. Ces populations rurales cherchent désespérément des terres pour leur culture. La sécurité alimentaire avant tout. Les conflits en bordure du parc se multiplient. La réserve a déjà été amputée de dizaines de milliers d'hectares. Ici, à Rutshuru, les cultivateurs contestent les limites actuelles des Virunga. Nous sommes à 1000 mètres du parc national de Virunga. Alors quand je parle de 1000 mètres, donc le 1000 mètres c'est la vraie limite du parc national de Virunga. Mais aujourd'hui, actuellement, la limite qui est installée, c'est à 500 mètres dessous nous sommes. Et c'est ce qui amène les conflits entre la population riveraine et le parc national de Virunga. On sait bien les parcs, qu'est-ce que c'est les parcs? Les parcs, c'est beau. Nous aimons les animaux, nous devons les protéger. L'environnement, nous devons le protéger. Mais il faut quand même qu'il y ait quand même un bénéfice aussi que la population riveraine puisse bénéficier. Les intérêts du parc et les nôtres sont en conflit. Monsieur de Mérode essaie de négocier avec la population. Ces gardes doivent protéger le parc, mais aussi tenir compte de nos besoins en culture. Et ces animaux qui viennent détruire nos champs, où est le bénéfice pour nous? Même nos cultures nourrissent leurs animaux. Si au moins on menait ici des projets de développement, qu'on libérait des espaces pour les routes et nos cultures, même bâtir des écoles pour nos enfants. Le parc est perçu comme un manque à gagner par les habitants. Le calcul est simple. Un hectare de culture rapporte 1000 $ par an à une famille congolaise. La réserve protège 1 million d'hectares. Les défenseurs de l'environnement cherchent à compenser les pertes. Donc pour que toute l'humanité puisse bénéficier des gorilles et des éléphants, la population locale doit se priver de plus d'1 milliard de dollars par an. Donc c'est un prix énorme que subit la population locale et ça c'est d'une injustice. Et on doit trouver une solution à cela si on veut que le parc survive. Parce que, en fin de compte, ce sont ces populations qui vont décider et on peut comprendre leur point de vue. Leurs familles doivent survivre, ils doivent se créer eux-mêmes un avenir. Donc si on veut que le parc survive, on doit leur fournir une alternative qui est capable de générer au moins 1 milliard de dollars par an pour ces populations locales. Et pour cela, on ne peut pas y arriver tout seul. Le directeur du parc a noué d'importants partenariats, privés et publics. L'Europe vient d'ailleurs de verser 15 millions d'euros
pour soutenir les efforts de la réserve. Et puis un immense projet a vu le jour. Son nom, Eco Makala. Son objectif, proposer des ressources durables aux abords des Virunga. 11 000 hectares de bois ont déjà été plantés, des eucalyptus à croissance rapide. Une initiative qui soulage les forêts du parc et protège les habitants. La première incidence, c'est qu'elle essaye de lutter contre la précarité des populations riveraines du parc national qui peuvent commencer à créer des bénéfices et des richesses à partir des arbres plantés. La deuxième incidence, c'est que la plantation d'arbres à travers le projet Eco Makala constitue une sécurisation de la population contre les groupes armés qui sont à l'intérieur du parc. C'est bien mieux de travailler dans cette plantation. Aller dans le parc est trop dangereux. Beaucoup de femmes et de jeunes filles doivent s'y rendre tous les jours. Certaines se font violer, d'autres y perdent même la vie. Moi, j'ai la chance d'avoir cette petite plantation et d'échapper à tout ça. Je fais mon makala, mon bois, et je peux nourrir ma famille. Celles qui n'ont pas leur propre plantation continuent de venir aux abords du parc. En tout, près de 4 millions de personnes vivent à moins d'une journée de marche de la réserve. Et tout le monde se sert. Même un dérisoire fagot de bois est indispensable au quotidien. Je sais que c'est interdit de couper du bois près du parc. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça où je ne pourrais pas nourrir mes enfants aujourd'hui. Avec ce petit bois, je gagne un peu moins de 50 centimes d'euros. Et je peux acheter des patates douces. Ce n'est pas grand-chose, mais tout le reste est trop cher pour nous. Mais la seule ressource de ces femmes renferme aussi le plus grand danger. Des milliers d'hommes en armes campent dans le parc. Et ici, au Nord Kivu, les femmes sont une proie facile. On vient ici la peur au ventre et on rentre vite pour ne pas se faire violer. Ils t'attrapent, ils te violent et ta vie est foutue. Tu ne peux rien dire à personne. Tu dois vivre avec ça et tu restes seul avec ta souffrance. Maman Alice! Revenez par ici! Vous risquez de vous faire agresser là-bas. Revenez vers le groupe. Vous risquez de vous faire violer. Nous attachions le bois quand nous les avons vus arriver. Ces hommes nous ont jetés par terre et nous ont écarté les jambes. Ils nous ont dit, vous voulez vivre ou mourir, c'est à vous de choisir. Des histoires terriblement banales dans la région. C'est le destin de ce parc, être à la fois une ressource indispensable et un péril pour les habitants. La protection de la nature dans ces conditions est un défi permanent. Les rangers sont confrontés à un dilemme moral, autant que sécuritaire. Les hommes ou la nature. La réponse se trouve en partie au cœur de la forêt, le dernier refuge des gorilles des montagnes.
dans tous les massifs de Virunga, y compris le Rwanda et l'Ouganda, nous avons ne fût-ce que 880 gorilles qui restent à protéger. Ceci montre à suffisance que cette espèce est en voie d'extinction, puisque les 880 gorilles, c'est seulement en Afrique et dans 3 pays, c'est-à-dire le Congo, l'Ouganda et le Rwanda. La pression démographique, cela réduit aussi l'espace où l'habitat des gorilles, puisque la population est à la recherche du sol qui est vraiment fertile. Et ils ne voient que le parc qui est encore intact, raison pour laquelle ils viennent détruire l'habitat des gorilles pour avoir une terre fertile. Ce mâle, à dos argenté, est devenu un symbole, celui de la lutte du parc des Virunga pour sa survie. Mais ce combat a un prix très lourd, celui payé par les familles des 150 rangers tués en mission. Des histoires qui s'effacent trop souvent derrière celles des gorilles. Mon mari est mort en 1992. Il a été tué alors qu'il surveillait les gorilles dans le parc. Mon mari est mort en 2016. C'était le 22 janvier. Il était en mission à Kibati et pourchassait des braconniers. Mon mari a été tué dans le parc lors d'une simple patrouille. Pour soutenir les veuves des rangers, un atelier de couture a été créé en septembre dernier. Des petits travaux qui sont vendus aux touristes de passage. Le parc nous a construit ce petit atelier. C'est parce que nos maris sont morts en service. Sous l'impulsion d'Emmanuel de Mérode, des dons sont aussi récoltés à l'étranger et permettent de donner 30 $ par mois à chaque famille. Imaginez, chacune de ces étoiles représente un garde tué. Chaque nom, chaque étoile, c'est un ranger qui est tombé pour le parc. Mon mari m'avait laissé complètement démunie. Alors le parc m'a retrouvée et m'a proposé de l'aide. Aujourd'hui encore, c'est lui qui assure ma subsistance. Pour moi, pour toute ma famille. Nos enfants peuvent même étudier dans une école créée par le parc. Le développement pour effacer les cicatrices de la guerre. C'est là l'originalité de ce parc, son approche inédite de la conservation. La future génération sera celle qui décidera du sort des Virunga. Alors l'utilité des parcs nationaux est enseignée à l'école, tout près du quartier général des Rangers, à Rumangabo. Parc national des Virunga. Comment peut-on protéger un parc national? Monsieur. Si ces parcs sont utiles, comment les protéger? Il ne faut pas tuer les animaux. Il ne faut pas tuer les animaux qui se trouvent dans ces parcs. Oui. Il ne faut pas couper les arbres. Il ne faut pas couper aussi les arbres dans ces parcs nationaux. Ces parcs sont très importants. Nous sommes là-bas? Nous sommes là. Nous allons donc les conserver.
Nous allons donc enseigner aux gens du village aussi d'éviter les braconnages. Nous allons donc planter aussi des arbres. Nous sommes là-bas? Oui. En plantant aussi, nous allons les garder convenablement. C'est-à-dire qu'il faut chaque fois débroussailler, enlever les mauvaises herbes qui se retrouvent là-bas et garder des bonnes végétations. Et ceux qui chassent les animaux dans la forêt, comment on les appelle? On les appelle des braconniers. Est-ce que les braconniers ont le droit de chasser les animaux? Non. Est-ce qu'on peut acclamer une fois? Oui. On peut acclamer une fois? Oui. Allez-y. Les différents parcs nationaux que nous avons font partie de la richesse de notre pays. Le principe qu'on doit accepter, c'est qu'avant tout, on est ici au service des populations qui vivent autour du parc. Si on n'arrive pas à rendre ce parc utile à ces populations, c'est qu'on a échoué dans notre travail, dans notre mission. Et ça nous permet surtout à résoudre cette crise de justice sociale où on prive les gens de leur terre afin de pouvoir permettre à la nature d'être préservée. Je revois la figure de ceux qui n'ont pas survécu dans le cadre de nos efforts ici au Virunga, tous ces gardes qui ont tout donné et qui ont payé de leur vie l'effort de protection du parc du Virunga. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement pénible pour nous tous, surtout qu'on continue à vivre avec leur famille, ils font partie de notre famille ici au Virunga. On espère simplement que le résultat qu'on verra dans les années à venir sera digne de leur sacrifice.